Elle pensait qu'elle avait une maladie mentale. Elle croyait être bonne à rien. Les lettres. Si je voulais lire un texte long, plein de lettres, c'était de vraies lettres chinoises. Il y avait tant de lettres devant moi que je ne pouvais pas les capter. Si on répète à quelqu'un qu'il n'est bon à rien, qu'il est stupide, après un certain temps, il ne se demande même plus si c'est vrai. Il croit vraiment qu'il est stupide. En 1971, Jackie Stewart est devenu pour la 3e fois champion du monde de Formule 1. Aujourd'hui, toujours parmi les premiers de la F1, il dirige sa propre équipe de compétition. Dans le passé, on n'avait jamais vu autant d'Européens déménager à travers l'Europe. Les uns pour le travail, les autres pour améliorer leurs conditions de vie. Cependant, de tels déplacements peuvent avoir de graves conséquences. Songeons notamment aux enfants qui présentent un trouble de l'apprentissage nommé dyslexie. Ces enfants ne pourront peut-être jamais maîtriser la langue de leur pays d'accueil, car la façon traditionnelle de transmettre les données dans les systèmes éducatifs est trop difficile à comprendre pour eux. La dyslexie peut causer d'irréparables dommages chez l'enfant. Elle peut provoquer des souffrances insupportables et briser sa vie. Moi-même, je suis dyslexique. Je suis parvenu à survivre dans ce monde parce que j'ai réussi à contourner un problème qui finalement ne m'a jamais empêché de faire ce que je voulais. En ce qui concerne les jeunes dyslexiques, pourvu qu'on leur dispense une aide appropriée, ils auront les moyens d'arriver au sommet et certains y parviendront même les premiers. Voici un reportage sur le langage traumatisé, ce qui menace quand on force des enfants dyslexiques à apprendre une langue étrangère. Déjà est sorti de sa chambre pour répondre. Les élèves de cette classe belge ont une intelligence et des capacités tout à fait normales, mais comme Jackie Stewart, ils sont dyslexiques. Il était une fois et une petite souris blanche. Voilà. S'ils fréquentent cette école avec des enseignants spécialisés et des classes peu nombreuses, c'est que leur cerveau fonctionne d'une façon légèrement différente, ce qui leur complique beaucoup le fait d'apprendre. La dyslexie n'est pas une maladie, c'est un trouble d'apprentissage qui perturbe de nombreuses activités liées au langage, surtout au langage écrit. On sait à présent qu'elle a des causes génétiques et qu'elle se transmet au fil des générations dans des familles de dyslexiques. Malgré ces difficultés, les enfants que voici ont une certaine chance car leur problème a été identifié. Mettez-vous dans la peau d'un enfant dont on ignore encore qu'il est dyslexique. Les scènes suivantes sont imaginaires, mais elles pourraient arriver à peu près dans n'importe quelle école d'Europe. Mark, what are you doing? Nothing. I mean, thinking. Thinking. Is this what you've done? All right, break. Put your caps on your pens and leave quietly. Not you, Mark. Start again. This time, a little more effort and a little less daydreaming. La dyslexie, c'est une difficulté à maîtriser le langage, en particulier les mots et les lettres. Ce qui est affecté avec le plus d'intensité et de constance, c'est donc l'aptitude à lire et à écrire. L'enfant aura le plus grand mal à orthographier les mots. Concernant la mémoire, il aura des problèmes avec les séquences organisées telles que les jours de la semaine ou les mois. Il aura des problèmes de mémoire comme il aura des problèmes d'organisation dans la plupart des situations. Une personne dyslexique aura parfois l'impression de voir les lettres et les mots se déplacer sur la page, se mélanger, se retourner ou s'inverser, de sorte que D apparaîtra B, P ou Q.
Il ne faut pas oublier qu'à l'école, l'enfant est confronté en permanence à des textes, à de l'écrit. Plus par des activités de lecture que d'écriture au début, mais l'écrit est la constante de sa vie scolaire. L'enfant dyslexique obtient de mauvais résultats. Inévitablement, il comprend qu'il a de mauvais résultats dans tout ce qu'il fait, et son estime de soi en est de plus en plus affectée. Alors ses camarades l'infériorisent, il perd l'estime des enseignants qui le déconsidèrent à leur tour, et les conséquences sur sa propre image sont désastreuses. Je suis très étonné que tant d'enfants en réchappent. Elena Del Arbol fait partie des rescapés. Aujourd'hui, elle étudie la peinture dans un institut de beaux-arts à Londres. Mais avant, elle allait à l'école en Belgique où la dyslexie a gâché toute sa scolarité qui a été un enfer. Alors qu'elle avait 14 ans, personne n'avait encore émis de diagnostic. C'était une frustration atroce. J'avais l'impression de ne pas pouvoir écrire, ni lire correctement les phrases. En fait, je pouvais tout juste les lire, sans en comprendre le sens. Ça me prenait encore plus de temps pour écrire des textes ou pour apprendre mes leçons. Je travaillais 2 fois plus que les autres enfants. J'avais l'impression de ne pas pouvoir apprendre, de ne pas pouvoir écrire correctement, alors que tous les autres enfants savaient le faire. Je ne comprenais jamais pourquoi. Je croyais alors être une idiote. Come on, Mark. Look, this is there. T-H-E-R-E. And this is 3. T-H-R-E-E. They're not the same, are they? How many times have I told you? A lot. So why do you keep making the same mistake? Dunno, I must be stupid. Settle down there. Les professeurs me disaient toujours d'aller au tableau et d'épeler, d'orthographier un mot. Ils ne se gênaient pas pour m'humilier devant toute la classe. Et toute la classe trouvait ça drôle. Ça arrivait très souvent, car ils pensaient que j'étais paresseuse, que je ne travaillais pas. Ils me disaient de venir devant tout le monde pour lire à haute voix. Et ils me faisaient passer au tableau, car ils pensaient que j'étais paresseuse, et qu'en faisant ça, ils me donneraient le sentiment, ils me feraient travailler davantage. D'abord, elle ne se sentait pas très bien. Elle n'a jamais dit qu'elle ne voulait plus aller à l'école, mais elle trouvait ça de plus en plus difficile. Et ce n'est que bien plus tard, il n'y a pas si longtemps en fait, elle a presque 20 ans aujourd'hui, que j'ai compris toutes les brimades, toutes les brutalités qu'on lui avait fait subir à l'école. Hey Mark, come here. Or is it there? Hey, what are you doing here? That's not there, that's 3. That's there. That's because I'm stupid. 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 That's because I'm stupid. 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 Non seulement les enfants dyslexiques attirent à eux les pires brimades, mais en plus, quand leur dyslexie n'est pas reconnue, la frustration et la colère risquent de s'accumuler dangereusement en eux. Pay attention. Stop. La mère d'Elena Del Arbol est anglaise, son père est espagnol et dans son école on parlait français. L'obligation de parler tant de langues a-t-elle pu aggraver les troubles d'apprentissage d'Elena? Sa mère, qui s'est installée à Bruxelles pour un emploi de secrétaire multilingue, croit que oui. Elena faisait souvent comme ça, elle disait « Oh mon pied » ou encore « Oh ma cheville ». Et comme chez nous on entendait 3 ou 4 langues différentes autour de la table, tout le monde trouvait ça très drôle. Et elle-même riait. Mais avec le temps, j'ai compris que vraiment, ça n'allait pas. La dyslexie empêche le cerveau de contrôler normalement le langage. L'obligation d'apprendre une seconde langue, voire une troisième, contraint donc encore beaucoup plus les capacités d'apprentissage de l'enfant dyslexique.
Il est déjà difficile d'assimiler les modèles de la langue maternelle. En anglais, il faut faire un travail énorme pour maîtriser les règles et elles sont ardues. Soudain, on fait apprendre une nouvelle langue aux enfants dyslexiques avec des règles différentes, d'autres modèles. Ils vont bien essayer d'apprendre, mais les nouvelles règles vont se mélanger avec celles de leur première langue, anglais ou autre, qu'ils ont eu tant de peine à apprendre. Il y a donc d'énormes risques de tout confondre et c'est sûr, d'échouer. Et en soi, l'échec pose un grave problème à l'élève, car celui-ci perd l'envie de continuer à essayer. On estime qu'une personne sur 10 est touchée par des troubles d'apprentissage comparables à ceux d'Elena. La dyslexie existe dans tous les pays et dans toutes les langues. Des centaines de milliers d'enfants grandissent et vont à l'école en étant immergés dans une seconde culture avec une seconde langue. Nulle part, on a constaté cette tendance davantage qu'à Bruxelles, où l'on trouve à la fois la Commission européenne et le Conseil des ministres européens. C'est une ville officiellement bilingue, français-flamand, et où une personne sur 4 n'est pas belge. Avec plusieurs milliers de personnes qui parlent tant de langues, Bruxelles est à présent un carrefour multilingue au cœur de l'Europe. Nous avançons à grands pas vers une société multilingue. Il semble qu'en Europe, on ait besoin de parler plus d'une langue pour vivre. C'est à cause des migrations et de l'ouverture de l'Europe de Maastricht qui pousse les gens à bouger, à changer de pays. Cela signifie en même temps qu'il faut adopter une autre langue. L'Europe n'est pas prête pour l'enseignement multilingue. Nous n'avons pas préparé nos professeurs, nous n'avons pas préparé l'ensemble de nos systèmes éducatifs à la société multilingue dans laquelle nous vivons déjà. Paolo Capaldi et sa famille vivent à Bruxelles depuis 15 ans, mais l'italien restera à jamais leur langue maternelle. C'est cette langue surtout que les Capaldi parlent à la maison. Pourtant, à l'école, Alessandro Capaldi, 11 ans, parle français. Comme il est dyslexique, il fréquente les Carrefours, une école spéciale du centre de Bruxelles. Jusqu'à ce qu'on diagnostique son handicap il y a 3 ans, Alessandro ne faisait aucun progrès à l'école. On aurait dit que ses capacités variaient selon les jours, ce qui est fréquent chez les dyslexiques. Des fois j'avais des calculs très faciles et des fois ceux qui étaient difficiles pour moi. Et alors elle nous donnait des pages à lire et moi je restais comme ça à rien faire et j'arrivais pas à lire. Les parents d'Alessandro comprenaient que quelque chose n'allait pas, mais comme beaucoup de parents d'enfants dyslexiques, ils ne savaient pas comment réagir. Je ne sais pas, c'est que quand vous avez un enfant et que vous voyez qu'il est buté sur quelque chose et qu'il n'arrive pas à avancer, c'est pas que ça vous décourage, mais enfin disons que quand même que on se demande aussi qu'est-ce qu'il peut avoir. Est-ce que quelqu'un il s'en occupe assez bien aussi? Parce que bon, si maintenant par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'en occupe pas tellement bien, alors il faut trouver quelqu'un qui s'en occupe de lui, pour le faire avancer aussi. J'étais angoissée pour faire les choses. Alors moi j'étais très angoissée à faire tout. À l'arrivée d'Alessandro à l'école des Carrefours, les enseignants ont constaté avec inquiétude les effets de la dyslexie sur sa personnalité. Quand il est arrivé ici à l'école, sur le bilan qu'on avait reçu des psychologues, il avait, je dirais même des tendances suicidaires, il était très mal dans sa peau, il faisait une espèce d'autodestruction, enfin bon, c'est ce qui était marqué dans le rapport. Hein. Il a quand même vécu 2 ans en échec total dans une école ordinaire, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le fait de ne pas parler bien français, de parler italien à la maison qui a fait qu'il était dyslexique, ça je ne crois pas. Mais c'est vrai que bon, je dirais que entre la dyslexie et les langues étrangères, je crois que la dyslexie est très dur d'apprendre une autre langue. Moi, j'en suis un exemple vivant. Mes filles sont toutes les 2 dyslexiques. Elles ont toutes les 2 des gros problèmes pour apprendre une 2e langue. Sa dyslexie étant à présent diagnostiquée, Alessandro reçoit un enseignement spécialisé avec tous les soutiens nécessaires.
mais il lui reste un travail énorme à faire. Je trouve que maintenant, quand on le voit, il suffit de le voir, il est bien dans sa peau, il a compris qu'on l'aidait, il progresse, même si c'est pas très vite, mais je crois qu'il a fortement changé du fait que ça va mieux à l'école et qu'on le comprend. Pour Alessandro, il est clair que d'aller dans une école spéciale avec d'autres dyslexiques donne de bons résultats, même si dans l'avenir, il doit retourner dans une école ordinaire. Le but principal, disons, de l'école, c'est d'accueillir les enfants pendant quelques années et le but est d'essayer de leur donner des techniques de compensation pour qu'au bout de quelques années, ils puissent retourner dans l'enseignement ordinaire et continuer un cursus scolaire normal avec un pourcentage de réussite. En plus de leurs problèmes de lecture et d'écriture, les enfants dyslexiques se trompent souvent quand ils doivent suivre des itinéraires ou bien enchaîner des tâches complexes. Mark, I've forgotten the register. Could you fetch it for me from the staff room? And if Mrs. Macklin's there, could you ask her if she's photocopied those letters? If she has, bring those as well, please, would you? If she's not there, they'll be in the green tray behind the office door. Well, go on then. Mark, where are you going? Staff room. You know where the staff room is, don't you? All right, that's enough. That way. Go on then. Never mind, Mark. Somebody else can go. Me, I'll go. All right, Andrew, off you go. The rest of you inside. You too, Mark. Christos Spyridonos est un garçon brillant de 9 ans qui a lui aussi une dyslexie. Le père de Christos est grec et sa mère vénézuélienne, elle parle l'espagnol. Oui, alors là c'est une version carrément moderne. Moi je te parle de la version complète. Ici, à l'école européenne de Bruxelles, on enseigne le français à Christos. Parce que la petite fille... Il y a 3 ans, les enseignants avaient d'abord remarqué en première année d'école primaire que Christos était en retard en lecture et en écriture. Maintenant, il suit des cours particuliers avec un orthophoniste. Certainement. Je pense que dans un premier temps, le multilinguisme a généré chez lui des troubles du langage, puisqu'il parlait le grec avec son papa, il parle l'espagnol avec sa maman, et le langage de la famille qu'on véhicule comme ça globalement, c'est le français, mais donc c'est un français un petit peu grec pour papa, un peu espagnol pour maman, donc ce multilinguisme a généré chez lui un retard de langage sur lequel est venu se greffer ses dyslexies et les troubles d'apprentissage. Et je pense qu'effectivement, c'est une relation assez directe. Pendant longtemps, le père de Christos n'était absolument pas conscient que son fils avait un problème. Moi, j'étais très étonné de voir qu'il avait des problèmes. Et vous savez, bon, il est très difficile d'accepter. Dans un premier temps, on a des réactions assez négatives avec les enfants. On est dur avec eux. Et puis, on n'a pas appris à leur apprendre. C'est un travail. On n'a pas appris ça. Et j'étais assez dur avec lui. Et je le poussais, mais bon, ça ne donnait pas de fruits, de résultats. Le père de Stavros reconnaît maintenant que les difficultés de son fils ont été fortement aggravées par la pratique d'un trop grand nombre de langues vivantes. Je dois dire, c'est que nous ne savons même pas nous-mêmes dans quelle langue nous pensons, quoi. Et je crois que c'est ce qui a un peu posé des problèmes à Christos, quoi. Parce que je pense qu'il faut qu'il ait au moins une langue, comment vais-je appeler, une langue de base autour de laquelle il peut tourner. C'est à à quoi on veut arriver maintenant. Heureusement, Christos et Alessandro reçoivent à présent l'aide nécessaire pour surmonter leur dyslexie. Mais dans toute l'Europe, beaucoup d'enfants sont laissés à eux-mêmes avec une dyslexie non diagnostiquée. Les moyens qui permettent d'identifier et d'assister les enfants dyslexiques diffèrent d'un pays de l'Union européenne à l'autre. À Bruxelles, les enfants chez qui on a identifié les troubles d'apprentissage sont souvent reçus ici, au département neuropédiatrique de l'hôpital Erasme.
Alors, quand l'enfant arrive, donc la première chose que l'on fait, c'est de prendre connaissance de son passé, c'est-à-dire que nous faisons une anamnèse en compagnie des parents. Alors, quand cette anamnèse est terminée, je travaille généralement en individuel avec l'enfant, donc je fais passer des tests individuellement. Les thérapeutes évaluent la mémoire de l'enfant, la conscience qu'il a du temps et de l'espace, son langage oral et ses capacités à lire et à manier les chiffres. Après cette évaluation, on proposera à l'enfant dyslexique soit de recevoir un soutien dans sa propre école, soit d'être admis dans une école spécialisée, telle que les Carrefour. Mais c'est l'enseignant d'école ordinaire qui est aux avant-postes pour soigner les blessures que la dyslexie cause aux enfants. Aujourd'hui, on ne prépare pas l'enseignant, ou trop peu, aux symptômes des troubles d'apprentissage et à la manière de les gérer. Si dans l'enseignement on reste toujours vigilant aux signes de dyslexie, on ne fait jamais diagnostiquer les enfants à risque. Quels sont donc les signes alarmants? On constate toujours des difficultés par rapport à la langue écrite. Pour écrire, probablement pour orthographier et en général pour lire. Souvent, on constate des difficultés en calcul, surtout pour assimiler des symboles et des modèles tels que les tables de multiplication. Également des problèmes de mémoire à court terme, des problèmes d'organisation, des problèmes pour suivre un itinéraire et pour exécuter des séquences complexes de tâches. Et parfois, on constate des troubles du langage parlé, des problèmes d'appréciation des distances, de conscience spatiale et de confusion gauche-droite. Si l'on a compris qu'une dyslexie est à la source des problèmes de l'enfant, on a déjà résolu le problème à moitié. Les enfants dyslexiques peuvent tout à fait réussir leur scolarité. Tout ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur enseigne d'une façon différente. Le mot qui revient souvent quand il est question d'enseigner aux dyslexiques, c'est multisensoriel. Cela veut dire que l'on cherche à faire arriver l'information au cerveau par plus d'un canal. Si l'on peut ouvrir les yeux de l'enfant sur ce qu'on est en train de faire, il reçoit une stimulation visuelle. Et si de même, il peut recevoir une stimulation auditive, une stimulation kinesthésique, physique, tactile, on augmente alors les chances de graver dans sa mémoire la chose à apprendre. Il existe aujourd'hui une grande quantité de cours très bien construits qui permettent à ces enfants d'obtenir des résultats très satisfaisants. Ils peuvent atteindre des performances comparables à leurs autres camarades dans presque tous les domaines, sauf peut-être pour orthographier, pour écrire. Mais même là, avec les nouvelles technologies, on a vu largement augmenter leurs chances de réussite. Il existe des techniques d'enseignement spéciales pour enfants dyslexiques comme la pédagogie multisensorielle. En plus de l'audition et de la vision, on utilise le toucher, le mouvement et la couleur comme canaux d'apprentissage. Certaines techniques, appelées suracquisition, reposent sur une répétition et sur un renforcement systématique de chaque chose avant de passer à la suivante. Il vaudra mieux également aider les enfants à faire ce qu'ils savent faire plutôt que de les placer en situation d'échec. Enfin, le micro-ordinateur permet aux enfants dyslexiques de surmonter l'obstacle de la rédaction des textes. Bien sûr, les parents sont ceux qui connaissent le mieux leur enfant, mais les signes de la dyslexie sont loin de sauter aux yeux. Les enfants ne peuvent pas toujours expliquer ce qui ne va pas et parfois ce sont les parents qui ne comprennent pas. If this is 115 here, then it can't be 115 here, can it? We've been over and over this. You're just not trying. I am. I am. Well, there's no more time to do anything now. I just have to ask Mrs. Carter to explain it to you again, and this time, pay attention. But, Mom... Okay. Don't worry. You'll get it. Les signes qui doivent alarmer les parents sont qu'un enfant s'organise mal, a une mauvaise image de lui-même, n'est pas heureux à l'école et parfois est le pitre de sa classe. Il faut suivre de près l'enfant qui a des problèmes de mémoire à court terme. Quand on lui donne 2 petites consignes à suivre, il ne retient que la première et oublie la seconde. Il faut souvent que les parents fassent attention à l'enfant qui a du mal à orthographier les mots, à écrire, parfois à lire. Mais attention dans tous les cas à l'enfant qui a du mal à orthographier et à écrire. Ce sont les cas dont il faut s'inquiéter. Désormais en Europe, on s'aperçoit petit à petit que l'intégration européenne, malgré tous ses avantages, peut avoir des effets imprévisibles sur les enfants dyslexiques. Bien sûr, certaines familles sont vraiment contraintes de quitter leur pays pour un autre. Mais ces familles doivent être très prudentes et s'assurer des garanties suffisantes concernant leur enfant. Les familles en général sont les mieux placées pour atténuer chez leur enfant dyslexique
d'éventuels traumatismes linguistiques et culturels dus au déracinement. C'est très important pour les parents qui changent de pays. Il ne faut pas perturber l'enfant plus qu'il n'est nécessaire. C'est déjà assez perturbant d'avoir deux codes du langage pour une seule réalité. Alors si vous mélangez tout le temps les deux, l'enfant aura évidemment beaucoup plus de difficultés à comprendre. Tandis que si l'on s'en tient au vieux principe « une personne, une langue », je pense que l'on aura des meilleures bases pour un bilinguisme équilibré. Le conseil à donner aux parents vivant en milieu bilingue serait donc d'être aussi positif envers la langue et la culture du pays d'origine qu'envers la langue et la culture du pays d'accueil. Pour l'enfant, il est mieux que vous utilisiez l'une des deux langues de façon dominante. Par exemple, on peut parler à la maison la langue maternelle de l'enfant et réserver sa nouvelle langue pour l'école. Une personne, une langue. Essayez de ne pas mélanger différentes langues en parlant avec votre enfant, et si vous craignez que votre enfant ne soit dyslexique, trouvez de l'aide le plus tôt possible. Les enfants dyslexiques et leurs parents doivent savoir certaines choses. D'abord, ils doivent reconnaître qu'ils ont un problème. Mais pour ce problème, il y a vraiment des solutions. On ne peut jamais complètement faire disparaître une dyslexie. Ceux qui l'ont l'auront toujours, mais on peut leur apprendre à mieux la gérer. Si j'avais reçu un enseignement spécialisé tout de suite, j'aurais gagné beaucoup de temps. Car avant de venir en Angleterre suivre cet enseignement, je n'avais presque rien appris. Tant d'années perdues pour comprendre pourquoi Elena Del Arbol avait des problèmes d'apprentissage. À la fin, c'était si grave que sa famille a décidé de la confier à une école spéciale pour jeunes dyslexiques. Ce que je trouve le plus affligeant, je crois, c'est que des enfants comme Elena doivent attendre d'être totalement rabaissés, de mordre la poussière et de perdre toute estime de soi pour qu'on daigne leur accorder un diagnostic correct. S'ils avaient remarqué au commencement que j'étais dyslexique, je n'aurais jamais dû endurer tout ça. Toute l'humiliation que j'ai subie de la part des enseignants et des autres enfants. Au sein de nos systèmes éducatifs, il faut absolument permettre à chaque enfant de développer ses capacités réelles, ou au moins lui donner le choix de le faire s'il le veut. C'est une banalité de dire que les enfants sont notre avenir, mais il faut que nous fassions de notre mieux pour chaque enfant que nous rencontrons.